Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Fidèle à notre engagement avec vos fidèles serviteurs, Abdelatif Sadr à l'animation et Al-Mahdi à la technique, bien entendu, nos correspondants permanents, donc le professeur Abdelatif Al-Fakkak et aussi Hamid Ashrayet de Paris. En attendant de rentrer en contact avec notre ami, le professeur Shamsuddin Abdelatif, on vous laisse avec cette belle chanson et ce beau rythme de Houara. Comme ça a été convenu, nous sommes en direct avec M. Abdelatif Shamsuddin. C'est Abdelatif, bonjour. Oui, c'est Abdelatif, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Oui. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Oui, merci, bonjour. Bonjour, et Ramadan Karim, il est dialogue. Et merci de l'acceptation de notre invitation. Merci beaucoup. Donc, avant de poser la première question à notre invité, donc on va essayer de le présenter parce que c'est une personnalité très, très, très influente dans le cadre des Franco-Marocains et intellectuel. Ancien professeur référent à sa Sorbonne Paris 2, c'est un grand chroniqueur et surtout un président de l'association franco-marocaine des deux rives qui est très actif et est le fondateur. Donc, c'est Abdelatif Shamsuddin, c'est quelqu'un qui connaît réellement les problématiques de l'immigration et c'est le thème de notre débat avec lui ce jour, l'immigration entre utopie et réalité. Oui, Hamid, bonjour. Bonjour, c'est Abdelatif, bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Et bon Ramadan. Oui, bonjour, c'est Hamid, bonjour à tous nos auditeurs. Bon Ramadan à nos compatriotes français, marocains. Bonjour Sifkak. Oui, Sifkak, donc il va rentrer en contact avec nous d'ici peu. Donc la première question qui va être posée par Hamid Ashrayet. Alors, le Maroc est entré dans une logique de mondialisation, comme on a pu le voir avec tout ce qui concerne les questions d'immigration.
et de plus en plus, notamment sur les frontières économiques, géographiques, culturelles, aussi les invasions d'images satellitaires qui nous sont venues à travers les médias, plus de frontières pour l'immigration des Marocains à l'étranger et plus de frontières aussi pour l'immigration, disons, économique des populations d'Afrique de l'Ouest qui concerne aussi la coopération sud avec la mise en place de Sa Majesté. Selon vous, que doit donc faire le Maroc pour définir une politique, disons, migratoire et qui soit aussi efficace? On voit aujourd'hui en Europe beaucoup d'immigration. Et comment aussi réguler cette pression démographique, puisqu'on sait qu'en Afrique, il y aura bientôt plus de 3 milliards d'habitants. Comment, si vous voulez, réguler cette pression démographique et doit-elle subir ou choisir le profil de ces émigrés en fonction de l'économie du marché comme au Canada ou, disons, aux États-Unis, ou même en France, puisqu'on avait parlé sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, du président Sarkozy, de l'émigration choisie. Voilà. Alors évidemment, vous avez tout à fait raison. Le Maroc est entré dans une configuration migratoire nouvelle. Il n'est plus seulement pourvoyeur de migrants, il est aussi terre d'accueil. Et donc cela le place dans une configuration tout à fait nouvelle. C'est vrai que sur le plan économique, la mondialisation, parce que je préfère ce terme-là, qui consiste à diaboliser les États pour s'accaparer et exister, s'accaparer leur richesse et exister. On l'a vu avec les exemples dans le secteur de l'agriculture, avec l'exemple des tomates, dans le secteur de la pêche. Sur le plan culturel, évidemment, le Maroc subit de plein fouet la mondialisation, puisque sa culture prend l'eau de toutes parts. On a par exemple le problème de la langue qui n'existe pas. Quelle langue parle-t-on au Maroc? Le parler marocain. On ne peut pas aligner 3, 4, 5 mots sans que la parole marocaine soit parasitée par une autre langue étrangère, le français souvent, etc. On a examiné tous ces éléments dans un article que nous avons publié. Alors on a abordé l'argument du sol, l'argument de la carte d'identité, la religion, etc. Donc nous renvoyons nos auditeurs vers cet article. Et donc oui, le Maroc se retrouve dans cette configuration nouvelle avec une pression de l'Union européenne pour qu'il ratifie l'accord de réadmission, le partenariat de mobilité. C'est un accord évidemment pour l'instant qui n'est pas signé par le Maroc parce que il ne respecte pas tout à fait les intérêts géostratégiques du pays. Mais il est sous pression et il fait face à un chantage de la part de l'Union européenne qui agite encore l'assouplissement des formalités des visas en échange de l'accord en échange de la signature de cet accord pour que le Maroc devienne en quelque sorte le sous-traitant sécuritaire de l'Union européenne. Il n'a pas encore fait, mais notre ministère de tutelle vient de présenter cet accord très récemment comme étant un accord qui est finalement, désormais, il respecte il a été les intérêts géostratégiques du pays. Mais le Maroc doit rester vigilant quand même. Permettez-moi juste de rectifier. Il a été signé le 7 juin 2013, l'accord de mobilité. Oui, il a été ratifié, mais avec la Commission européenne. Mais mais ce qui n'a pas encore été signé, et c'est en cours, en attente d'ailleurs de signature, c'est l'accord de réadmission. Cet accord qui prévoit que le Maroc refoule vers des centres de rétention sur Rabat des immigrés irréguliers en attendant qu'ils prennent contact avec les pays d'origine pour pouvoir les rapatrier dans leur pays. Merci. Donc cet accord-là de réadmission n'est pas encore signé. Merci, Saad Latif. Nous sommes en direct aussi avec le professeur Fekak. Bonjour, professeur. Je souhaitais peut-être poser une question ou la deux à Chemseddine qui est très courte. Comme il est spécialiste sur les problèmes d'immigration,
comment voyez-vous la pression de l'immigration et de la migration dans le monde en général et l'Afrique en particulier? Ce que la banque, demain, dans les 10 prochaines années, la Banque mondiale avait prévu, c'est qu'elle appelle, elle, le stress hydrique et le stress de la sécurité alimentaire dans les 10 prochaines années. Alors, quand il n'y a pas d'eau, il y a forcément des conflits et des déplacements de la population. Dans les deux rives de la Méditerranée, peut-être le Maghreb et l'Europe du Sud, comment voyez-vous la stabilisation de ce type de mouvement migratoire avec des réfugiés économiques? Voilà ma question. Alors, bonjour Sefkak. Alors, bonjour. Effectivement, cette question de l'eau est fondamentale. Il n'y a pas de vie sans eau, hein, c'est bien connu. La question est posée de façon cruciale par la Banque mondiale, par la bouche de son président Jim Young, qui a précisé que si on ne réduit pas l'effet de serre de 2%, qui est aujourd'hui prévu par les spécialistes à 4%, si on ne réduit pas cet effet de serre à 2%, l'humanité va probablement à la catastrophe, le stress hydrique, l'insécurité alimentaire, évidemment. Donc cela pose un grave problème pour les générations futures. Des régions déjà dans le sud de l'Europe sont en stress hydrique. La grande plaine du nord de Chine, le Punjab en Inde, au Pakistan, 25 pays en Afrique, dont le Maroc, et d'ailleurs certaines régions au Maroc subissent déjà le stress hydrique, à savoir l'Oriental, Rachidia, la région de Casablanca, etc., et Ouarzazate. Donc certaines régions sont déjà en stress hydrique. Alors cela évidemment accroît la pression des flux migratoires, parce que de tout temps les populations se sont déplacées vers les points d'eau et vers les points de nourriture. Donc comment faire pour stabiliser ces flux migratoires? On a essayé, qu'on se rappelle les accords de l'ALENA entre le Mexique, alors les accords de libre-échange nord-américains entre le Mexique et les États-Unis. On a essayé de stabiliser les immigrés mexicains à la frontière entre les deux États pour quelque temps, mais le véritable bénéficiaire en réalité, c'était les États-Unis. Et ça n'a pas empêché les immigrés mexicains de chercher à traverser les frontières et de finalement de déserter les fameuses maquiladores, je ne me rappelle plus du nom, ces fameuses usines. On fait la même chose chez nous au Maroc avec les pièces d'assemblage de Renault pour essayer de fixer les immigrés chez eux, pour leur donner en fait ce qu'ils cherchent ailleurs localement chez eux. Mais cela suffit-il à stopper les flux migratoires? Non. Et là c'est la réalité. La réalité montre que des immigrés continuent d'escalader les grilles de Melilla. Ils continuent de risquer leur vie sur les mers. Ils continuent de risquer leur vie dans les soutes à bagages des avions et les réacteurs et les moteurs de bateaux. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc, il faut prendre la question de l'immigration de façon humaniste et en respectant les droits humains. C'est ce qu'a fait Sa Majesté le Roi avec son discours du 10 septembre 2013. Et avec la ratification, évidemment, du partenariat pour la mobilité, sans le volet, je le répète, de l'accord pour les réadmissions qui n'a pas encore été signé. Donc cette approche globale et humaniste qui est en train d'être suivie par le gouvernement marocain sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, c'est la bonne direction. Parfait, c'est Abdelatif Chemcheddine. Merci, professeur Fekak. On passe la parole à Hamid Chriet pour la troisième question. Oui, alors ma question aussi va dans le sens de ce que vous disiez. Vous êtes aussi un spécialiste sur les questions migratoires concernant les MRE ou les MCRE plutôt, les Marocains citoyens résidents à l'étranger. Alors, selon vous, comment se fait-il que l'État et le CCME utilisent les diasporas
des binationaux, notamment des Marocains, disons, européens, ou des Marocains européens, pour rapatrier des devises de l'ordre de, disons, de 62 milliards de dirhams, et qui utilisent en même temps cette image, disons, positive des sportifs de haut niveau, que ce soit par exemple dans le foot, le ski, le tennis, le rugby, ou dans d'autres filières, les utilisent pour la consommation, donc notamment des achats de résidences secondaires, mais leur refusent un droit constitutionnel qui est celui de la participation aux élections législatives et régionales. Donc ça, c'est la première condition, conformément notamment à la réforme de la Constitution prônée par Sa Majesté. Et ma deuxième question est, l'exercice de ce droit n'est-il pas une valeur ajoutée pour la bonne gouvernance du pays qui en a besoin pour sa stabilité politique future? Alors, je dirais tout de suite que rentabiliser une image positive de la diaspora marocaine est une chose bien. C'est-à-dire profiter d'une image positive de la diaspora marocaine ne peut que rendre service à l'image globale du Maroc dans le monde. Ça, c'est une première chose, et c'est bien. Et c'est ce que fait notre ministère de tutelle, c'est ce que fait le CCME, et c'est bien. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut imaginer une vision beaucoup plus plurielle, parce que la diaspora marocaine, elle est plurielle et on ne peut pas la cantonner à son rôle de vache à lait. D'ailleurs, la diaspora marocaine en a marre d'être une vache à lait. Elle a une expertise, elle a des compétences, et on voit en ce moment notre ministère de tutelle, à sa tête monsieur Anis Birou, qui s'oriente vers cette perception d'une compétence dont il faut profiter, dont il faut faire profiter le Maroc. Et on voit des programmes qui fleurissent dans la nouvelle politique migratoire qui commence à s'instituer. Alors évidemment, la participation politique pose problème. Et elle est en débat entre la diaspora marocaine, mais elle n'est pas en débat dans les sphères officielles, dans les sphères décisionnelles, et ça on le regrette. Je le regrette profondément que ce débat-là sur la participation politique ne soit pas ouvert. On a tous vu le débat sur 2M à sens unique. On connaît les arguments des opposants à la participation politique, mais le débat est fermé. Je le répète, je le regrette. On attend que ce débat soit ouvert. Alors il a lieu dans les sphères de la diaspora marocaine. Il y a des courants, ceux qui s'alignent évidemment sur la position du CCME et la position officielle, et qui sont donc contre, en arguant le fait qu'il y a d'autres préoccupations plus terre à terre, plus importantes que la participation politique. Mais il y a un autre courant qui dit pourquoi se focaliser, pourquoi cette obsession de la participation politique. On peut très bien envisager une autre façon de faire la politique à travers la société civile, à travers la participation, à travers la participation, à travers les délibérations, la ONG, etc. Donc voilà, le débat est ouvert au sein de la diaspora. On attend qu'il le soit de façon officielle. Pour revenir à ma question, parce qu'on voit bien par exemple qu'il y a des députés français qui sont représentants de la France à l'étranger, et on voit certains partis politiques qui ont proposé par exemple 60 sièges à la Chambre des représentants pour les Marocains du monde. Donc ça concerne pas simplement l'Europe. Tout à fait, c'est-à-dire que cela démontre une chose, c'est que c'est faisable. Voilà, tout à fait. En revanche, je reviens à mon idée, c'est que le débat doit être ouvert.
pour qu'un maximum, et surtout la diaspora, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de ce que signifie la diaspora. J'ai écrit un article là-dessus qui s'intitule MRE, communauté transnationale ou diaspora marocaine. Je renvoie nos auditeurs à cet article-là pour plus d'informations et de détails. Mais il y a au sein de la diaspora des Français de deuxième, troisième génération qui n'ont de la perception marocaine que ce qu'ils ont de leurs parents ou ce qu'ils ont appris dans certaines mosquées ou ce qu'ils ont appris notamment dans les 20 jours ou 30 jours, le mois passé en vacances au Maroc. Donc ils n'ont aucune connaissance sérieuse, véritable du Maroc. Il y a également l'autre partie qui compose la diaspora, les binationaux. Les binationaux sont bien intégrés, bien installés, qui sont occidentalisés. Leur positionnement vis-à-vis de la politique marocaine est un positionnement ambigu, puisque même certains parmi eux, ils sont déjà députés en France par exemple. Nous avons de jeunes députés qui sont français nés en France, citoyens français, mais français nés en France et qui sont des assistants parlementaires, des conseillers municipaux, des maires adjoints, etc. Donc ils sont déjà engagés politiquement en France. Et il y a les MRE proprement dit, c'est-à-dire les immigrés qui ne sont pas binationaux et qui sont restés des immigrés. Alors cela, c'est peut-être à cette tranche de la diaspora marocaine qu'on applique les arguments qui consistent à dire qu'ils ont des préoccupations qui ne sont pas politiques, mais plutôt de santé, d'éducation, d'alimentation, de retraite, etc., etc. Je pense, Saad Latif Chemseddine, ce problématique, elle n'est pas que pour la France apparemment, donc ça touche l'ensemble des pays, et notamment en Europe, les MRE, ou bien même problématique qu'on trouve en Belgique, en Hollande, en Angleterre, et même en Italie. Donc je pense qu'il y a matière, un point de réflexion par rapport à une vision plus globale de cette communauté, pour qu'ils puissent avoir une part de responsabilité dans la promotion d'un Maroc nouveau. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, ce que je constate, effectivement, vous avez bien fait, c'est Ablatif d'indiquer cet aspect de la discussion, puisque nous avons des Marocains, effectivement, qui se trouvent dans des situations très très difficiles. En Italie, par exemple, on a des familles qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui couchent dans la rue avec leurs enfants, qui s'occupent de leur sort, qui se préoccupent de leur sort. En Espagne, on a la même configuration. On a des familles entières marocaines qui, on sait très bien la crise qui touche principalement les pays de la rive sud, l'Espagne, l'Italie, et nos ressortissants marocains sont touchés de plein fouet. Cette population-là, qu'il faut aller et proposer effectivement une autre vision. Et voilà. Il y a avant une toute petite dernière question, c'est Chemseddine, parce que le temps presse, mais je pense le rôle des consulats et des ambassades du Maroc à l'étranger est primordial par rapport à ces populations. C'est un devoir qui incombe une responsabilité assez importante, parce que le consulat ou l'ambassade, c'est son rôle d'être aux côtés de ces personnes et de la population marocaine là où ils se trouvent, parce que le premier organisme qui représente le Maroc à l'étranger, soit c'est les consulats, soit c'est l'ambassade, c'est eux les premiers qui doivent être auprès de ces populations. Donc ma dernière question, c'est Abdelatif, si vous le permettez, c'est parlez-nous un petit peu en 2 mots si c'est possible de vos projets et à venir à moyen ou à court terme. Alors, avant de conclure, c'est Abdelatif, je voudrais, oui, effectivement, j'ai un projet, vous parlez d'un projet concernant un livre justement consacré au Maroc. C'est un livre romancé qui raconte l'histoire d'un Marocain et qui, au fil des pages, va se rendre compte de son amour pour le Maroc. Voilà. Et ce livre normalement est prévu pour septembre-octobre, et il va coïncider avec l'hommage qui sera rendu au Maroc à l'Institut du monde arabe par Jacques Lang et l'Institut du monde arabe. Entre octobre et janvier, oui.
Voilà, donc le livre est prévu en septembre-octobre, mais l'hommage, oui, voilà, en janvier. Donc je compterai peut-être sur la présence de certains officiels, notamment pour lancer officiellement mon association, qui est donc une association qui s'occupe de la culture et qui constitue un pont entre les peuples marocains et français. Et pour terminer, si vous permettez, c'est Abdelatif, je voudrais juste dire une chose, c'est que si le Maroc gagne, ce sont tous les Marocains qui vont gagner, qui gagneront. Si seulement quelques Marocains qui gagnent, c'est le Maroc qui perd. Et je voudrais finir là-dessus, tous pour le Maroc, pour que le Maroc soit pour tous. Merci, le natif de Houara, et bravo par rapport à vos œuvres, bravo par rapport à votre engagement. Sachez-le que c'est un honneur pour l'émission Arc-en-Ciel de vous avoir parmi nous. Merci, Saad Abdelatif Shamsuddin, wa Ramadan Karim. Merci, Saad Abdelatif, Ramadan Karim, wa kull aam la ni'as min rahmatillah. Barakallahu fik, ma'a salama akhi. Il est 14h31 et nous sommes en direct toujours avec notre correspondant Saad Abdelatif El-Fekak, avec notre invité d'honneur, c'est Mohamed Harakat, le professeur Mohamed Harakat. Oui, bonjour, c'est Abdelatif Sadri. Alain wa sahlan et bienvenue à notre professeur, c'est Mohamed Harakat, dans l'émission Arc-en-Ciel. Sur Radio Pluriel, qui est suivi par plus de 35 pays dans le monde. À toi l'honneur. Oui, merci beaucoup. Donc je vais essayer de vous le présenter parce qu'il a un CV quand même de 7 ou 8 pages. Je viens de l'attraper, le forcer parce qu'il vient d'arriver également de Chine avec le décalage horaire. Mais le professeur Mohamed Harakat est assez très connu, peut-être à travers le monde, mais moins dans le cadre du Maroc. D'abord, il est professeur de finances publiques et des stratégies de la gouvernance globale à l'université de Mohamed V. Il est docteur d'État en sciences économiques de la faculté de droit de Rabat avec cette spécialité des finances. Il est en même temps le créateur en 1992, directeur fondateur de la revue marocaine d'audit et de développement. Et je vous fais une petite confidence, c'est que cette revue est classée en termes de référence au niveau universitaire par l'ESSEC et Harvard comme la 30e dans le monde arabe. Dans le monde. Mais elle n'est pas lue. On ne l'a fait sortir que de 500 exemplaires. Il est également le président fondateur du Centre international des études stratégiques et de la gouvernance globale. Alors il a écrit bien sûr au moins 37 livres, mais je vais vous donner l'essentiel. Il y a d'abord le rapport des États-Unis sur l'évaluation de la gouvernance au Maroc. C'était en 2004. Il y a également un autre point qui me semble important, c'est la finance publique à l'épreuve de la performance. C'était le cas du Maroc, il est en Hartmann. Et puis, nous étions dans la réforme, c'est quelle université pour le XXe siècle? Et il a parlé de la gouvernance cognitive
et la démocratie, une chance pour le Maroc au niveau de la réforme des universités. C'était en 2001 à Rabat. Et puis le dernier bijou qu'ils viennent d'écrire, que tout le monde devrait lire, qui est en France à Hartmann, c'est les paradoxes de la gouvernance de ce que dans les pays, dans les États des pays arabes. Voilà, alors je vais tout de suite brancher, tenant compte des contraintes de temps. Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, donc il y a le professeur Harakat, en dehors de l'éthique politique, la transparence économique, le choix du casting des hommes politiques, des partis politiques peut-être marocains ou dans le monde arabe, l'absence de la démocratie pour tous et la méritocratie pour chacun. Pourriez-vous nous faire le point sur les forces et les faiblesses de la culture de la bonne gouvernance au Maroc? Je vous passe le professeur Harakat. Marhaban. Merci professeur Abdelatif, merci mon cher collègue professeur Abdelatif. J'ai deux Abdelatif et ça c'est bien. Donc vraiment je suis très ravi pour cette invitation qui me fait un grand plaisir, et à cette occasion je remercie les éminents animateurs et responsables de l'émission Arc-en-Ciel qui constitue à mon avis et à mon point de vue un carrefour de débat de haut niveau. Et vraiment j'ai consulté les différentes émissions, des riches émissions. Vraiment, c'était très intéressant et c'est pour cela que je remercie tous les collègues, c'est Hamid Shriyat, c'est Abdelatif Sabri et mon ami et collègue professeur Abdelatif Kak. C'est Harakat, je vous remercie infiniment de ces mots qui nous vont droit au cœur. Sachez-le qu'on est à votre disposition, à la disposition de notre pays pour sa promotion dans un cadre de promotion France-Maroc, coopération Sud-Sud, et avec des personnalités, des intellectuels, des savants que notre émission peut prendre encore de l'ampleur. Vous êtes le bienvenu dans votre émission Arc-en-Ciel. Merci beaucoup, professeur cher ami Abdelatif. Et permettez-moi, pour répondre à la question du professeur Abdelatif, qui est très pertinente, il pose une question de fond. Et excusez-moi, je voudrais d'abord avancer une définition, comment dirais-je, synthétique et personnelle. Parce que le concept de gouvernance, généralement, il est galvaudé et c'est l'occasion d'expliquer aux auditeurs la signification très simple et en même temps exacte et opérationnelle de ce concept. Parce que vraiment, parfois lorsqu'on parle de gouvernance, c'est un concept un petit peu trompeur parce qu'il y a la dimension idéologique. Et moi, je retiens toujours dans mes écrits la dimension opérationnelle, c'est-à-dire ce qu'il peut servir. Je laisse un petit peu l'aspect idéologique, je suis conscient de l'aspect idéologique, mais je me réfère toujours à l'aspect opérationnel qui peut servir à quelque chose. Mais ce qui est grave, c'est parfois la gouvernance elle est réduite à une dimension, parfois technique. On peut dire l'administration, la moralisation de la vie politique, la lutte contre la corruption. Alors qu'il est au-delà, il est plus que cela. C'est-à-dire qu'il est très riche, il a, comment dirais-je, il s'est élargi à toutes les sciences humaines et à toutes les pratiques. Et on peut dire qu'il y a la gouvernance blanche, la gouvernance rouge, la gouvernance verte, la gouvernance des sports. Il y a énormément de spécialités. Seulement, moi, je voudrais citer quelques éléments qui peuvent servir à concrétiser ce concept. Moi, je vise quelques éléments pratiques. D'abord, la vision stratégique et participative. Et c'est un élément très important pour parler d'une gouvernance, bonne ou mauvaise. Deuxième élément, c'est l'organisation et les structures de l'action, publique ou privée. Les anglo-saxons, lorsqu'ils parlent de l'organisation, ils disaient toujours que l'organisation il est la fille de la stratégie. Lorsqu'il existe une stratégie, l'organisation suit. Et c'est pour cela que je traite le troisième élément, toujours dans la définition de la gouvernance, c'est-à-dire les compétences et les ressources humaines. Si on n'a pas des ressources humaines compétentes et impliquées dans le processus de prise de décision, c'est très difficile de parler de gouvernance. Le quatrième élément, le système d'information et de communication. Les épistémologues disaient que tout est communication, certes, et trop de communication tue la communication, mais la communication est la base de la gouvernance. Et il y a également la croissance économique et l'employabilité, c'est-à-dire qu'une gouvernance, s'il ne garantit pas la lutte contre le chômage, le progrès d'un pays, il ne peut pas servir grand chose. Et c'est pour cela, certains sociologues, ils parlaient même plus du BIB, le bonheur intérieur brut, au lieu du produit intérieur brut. C'est-à-dire dans quelle mesure un pays ou un peuple est heureux.
C'est important parce que la croissance économique, elle est fondamentale, elle est importante. Mais il faut également sentir chez les citoyens, la population, un certain bonheur. Et le bonheur, il est relatif. Le sixième élément, c'est l'économie du savoir et la codification. Dans notre région arabe, on donne moins d'importance à l'économie du savoir. Et la codification est très importante. Et c'était M. Ba, à l'UNESCO, il a écrit en 1968, lorsqu'un Africain est mort, est décédé dans mon quartier, c'est toute une librairie qui brûle. C'est-à-dire que dans notre région, on ne codifie pas le savoir, la connaissance, la mémoire des gens. Et il y a l'oral. L'oral, il faut le codifier. De même, je cite la culture et les valeurs, l'identité, la mobilisation de la population, la mobilisation sociétale, le projet de développement. Et le huitième élément, c'est la maîtrise, le professionnalisme de l'action de l'État. En plus de la transparence, comme je l'ai dit, la reddition de comptes. Et j'ajoute, pour terminer, l'évaluation des politiques publiques. Il est fondamental. L'évaluation, parce que pour évaluer, et les experts disaient évaluer, c'est évoluer. Lorsqu'on évalue, on peut connaître les forces, comme l'a dit le professeur Fkek, il m'a dit les forces et les faiblesses, parce que l'évaluation est une occasion opportune pour dégager les forces et les faiblesses et d'avoir des idées claires sur un projet de développement, sur une politique publique. Et je termine par un élément que je considère important dans l'évaluation, dans la gouvernance stratégique d'un pays ou d'une entreprise, c'est l'humanisation. L'humanisation des projets sociétals de l'État ou du privé. C'est-à-dire, il faut introduire dans nos cursus d'enseignement, dans les programmes de la sociologie, les humanités, c'est-à-dire l'histoire, l'art, la philosophie. Il faut humaniser. Professeur, si vous le permettez, parce que le temps presse, je vais essayer de gérer un petit peu au mieux, parce que le débat avec vous, il est très, très, très intéressant et je serai heureux de consacrer 1 heure entière à en débattre avec vous, surtout sur votre livre, Le paradoxe de la gouvernance de l'État dans les pays arabes. Et je passe la parole à Hamid Chariet pour sa deuxième question, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur le professeur Harakat. Alors j'ai écouté votre définition. Alors ma question est très très simple. Pensez-vous qu'il y a un lien organique entre la bonne gouvernance et la croissance économique dont vous avez parlé juste un instant, et aussi entre les sociétés d'état de droit et les sociétés de passe-droit, entre à la fois les investissements directs de l'extérieur et la culture de la transparence publique des affaires publiques dans le monde arabe et le monde africain? Et la deuxième question, c'est que faut-il faire pour changer l'image des hommes publics dans le continent africain et plus généralement au Maghreb? Oui, professeur. Allô? Oui, professeur. Merci, professeur Hamid. Merci, Chariet, pour cette question très difficile et en même temps importante et pertinente. Il rejoint également la question qui était faite par professeur Fkek, parce qu'il a évoqué également les forces et les faiblesses de la gouvernance. Moi, j'ajoute que, certes, là, il y a une corrélation très importante entre la bonne gouvernance et la croissance économique. Certes, une excellente participation de la population et des élites, des partis politiques, etc., permet de favoriser la création des richesses. Certes, la bonne gouvernance, il y a une relation très, très étroite entre avec le domaine économique. Parce que dans une gouvernance qui ne garantit pas l'emploi, des services de qualité, des services sociaux tels que l'éducation, la santé, des infrastructures, des droits de l'homme. Et c'est pour cela, je considère que la gouvernance, il y a une relation très importante entre la croissance économique et la gouvernance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'une approche participative de tous les acteurs concernés, on peut prioriser des choix et des décisions politiques. C'est-à-dire on peut dégager les choses qui viennent en premier lieu. Et c'est pour cela, chez nous, dans notre région, parfois la population n'est pas mobilisée. Parce qu'il faut tracer des rêves, des aspirations, des objectifs clairs pour la population. Et en même temps, d'impliquer la population, de dire, c'est sérieux, nous voulons réaliser tel objectif. Tout le monde est appelé,
tout le monde est appelé de respecter le temps, tout le monde est appelé à participer. Et une fois qu'on implique la population et le secteur, c'est-à-dire les acteurs, les élites, les intellectuels, les compétences nationales, on peut créer des aspirations. Et c'est comme cela, la population peut, comment dirais-je, avoir des rêves. Des rêves, et lorsqu'on a des rêves, c'est-à-dire on peut les respecter. Et bien sûr, les rêves, il faut les créer et en même temps, il faut les concrétiser. Et c'est une question d'assurer la dignité des citoyens par la création des emplois. Et moi, je rejoins ici ce qui est écrit par notre sociologue Fatima El-Mernissi. Il a écrit dans ses rêves, les rêves d'une femme, il a dit que c'est d'avoir un rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen, la compétence, sente qu'il a quelque chose à ajouter à ce projet tracé par la décision politique. Parfait. Ça, c'est important. Parfait, professeur, parce que le temps presse, je suis obligé, je suis désolé. Je vais passer la parole à professeur Fkak pour poser la quatrième question, et après on enchaîne avec une présentation, si vous le permettez, de votre livre, Le paradoxe de la gouvernance de l'État dans les pays arabes, qui est apparu chez Harmattan à Paris. Professeur. Oui, professeur Fkak. Et moi-même. Allez-y. La quatrième question, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, ça m'a fait plaisir qu'il parle de ce type de PNB, qui est le produit national de bonheur. Et la question, donc, tenons compte, professeur Harakat, de la réflexion stratégique. Peut-on enseigner la gouvernance, je dirais, dans les universités marocaines, en dehors de l'éthique religieuse? Et il est en même temps que la gouvernance et la diplomatie marocaine, dont vous avez et nous-mêmes écrit un livre ensemble dans le cadre de la REMA sur la diplomatie parallèle, comme une matière de réflexion pour les masters par exemple, et quelles sont les limites juridiques de la bonne gouvernance, les chartes, les partenariats publics-privés, les conventions bilatérales entre pays, les entreprises. Et comment est-ce que ça se réduit, selon vous, à un contrat synalagmatique entre les leaders responsables ou bien au niveau des entreprises? Comment voyez-vous, au niveau des pays, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'université, la mise en forme, la pratique, l'enseignement, en dehors des religions, de la bonne gouvernance stratégique, voire globale, pour le respect de l'autre dans le cadre de la démocratie? Voilà ma question. C'est peut-être, ça répond à un peu... ou là vous la développerez sur le PNB, le produit national de bonheur. C'est les matières, professeur Fkak, que notre professeur enchaîne avec une présentation de son ouvrage, Le paradoxe de la gouvernance de l'État dans les pays arabes. Merci, professeur Abdelatif, pour cette question-là sur la gouvernance. Et moi, j'ajoute un élément que je considère important. Avec la crise silencieuse de l'enseignement des humanités, parce que dans notre région, il y a une crise qu'on appelle une crise silencieuse et profonde de l'enseignement des humanités dans les universités, les grandes écoles. Et il est nécessaire maintenant de programmer des cours de base en matière de la gouvernance dans la région, la gouvernance démocratique, la gouvernance diplomatique, la gouvernance de l'environnement. Ça, c'est important, la gouvernance économique. Pour tracer, comme je l'ai dit dans ma première communication, c'est de voir dans quelle mesure il y a une vision claire chez les acteurs et des structures, des systèmes de communication, d'évaluation, l'évaluation des risques et l'évaluation des politiques publiques. C'est pour cela que je vois qu'il est opportun d'intégrer la gouvernance dans les cursus. Pourquoi? Parce que, comme l'a remarqué un neurobiologiste, M. Vincent, il a écrit un jour qu'il faut se rapprocher de la philosophie, parce que la science est très technocrate. On a besoin d'intégrer les sciences, plutôt, si j'arrive à dire, les sciences de la gouvernance. Pourquoi pas des approches des sciences? Parce qu'il il est devenu maintenant même une approche très riche et qui mérite d'être placée, dans son cadre pédagogique et scientifique, pour montrer aux générations montantes qu'il y a nécessité d'enseigner la démocratie. Parce que la croissance, il a besoin de la démocratie. Et les jeunes d'aujourd'hui, avec les
avec les phénomènes de terrorisme, on a besoin d'instaurer des valeurs chez les jeunes, des gestionnaires, des valeurs de tolérance, des valeurs de communication, des valeurs d'analyse critique des situations. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé et on a écrit avec mon ami Si Abdelatif un ensemble de travaux. On a initié ici au Maroc un ensemble de travaux sur la diplomatie économique, sur comment créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et comment la diplomatie économique doit jouer un rôle dans la diffusion du savoir, la diffusion partagée des savoirs entre les acteurs, entre l'université et les décideurs économiques et sociaux. De même, j'ai initié depuis les années 80, depuis 2002, une UFR intitulée Stratégie et gouvernance. C'était la première de son genre dans notre région, même en Afrique, dans le monde arabe. Et j'étais parmi les premiers à marier, entre parenthèses, savoir de technique et savoir d'ordre humain et l'anglais, parce qu'on a besoin maintenant dans nos cursus également de l'anglophonie. Et de même, j'ai constaté qu'en véhiculant, en enseignant ces techniques-là, ces approches de gouvernance, aucun lauréat ne chôme aujourd'hui au Maroc. Tous nos étudiants qui ont fait de la gouvernance, une formation pluridisciplinaire, où il y a tous les aspects de la gestion, de la gouvernance, la stratégie, aucun étudiant. On a formé environ 200 étudiants et doctorants dans ce domaine, et ils ont, comme j'ai dit, acquis une formation pluridisciplinaire, et ils servent le Maroc, et ils servent certains pays africains, parce qu'ils sont outillés d'un ensemble de travaux. Et on a également créé d'autres structures, telles que le Centre international des études stratégiques et de gouvernance, la Revue marocaine d'audit, dont mon collègue professeur Fkak participe beaucoup dans l'animation des conférences et des rencontres qu'on organise dans le même domaine. C'est une perle rare pour nous, le professeur Fkak, par rapport à son savoir-faire et son CV comme le vôtre, son Ghani al-Ta'rif, comme on dit en arabe. Ça vous dérange pas, professeur, s'il vous plaît, de nous parler un petit peu rapidement, parce que le temps presse, de votre livre, Le paradoxe de la gouvernance de l'État dans les pays arabes, qui est apparu chez Harmattan, Paris. Merci d'accepter également de discuter mon ouvrage. C'est avec un plaisir. Merci, chers collègues, pour l'intérêt que vous accordez à mes publications, à mes travaux, mes modestes recherches sur un domaine qui est très compliqué et qui touche un ensemble de domaines pluridisciplinaires qui nécessitent comment dirais-je, l'implication de plusieurs auteurs et plusieurs chercheurs. J'ai écrit un ouvrage dans ce sens, dans le cadre de ce que je l'ai appelé les paradoxes de l'État, et mon ouvrage traite 7 éléments de ce paradoxe dans les pays arabes, qui va apparaître dans la maison L'Harmattan que vous l'avez signalé. D'abord, j'ai souligné les paradoxes de la culture entière et de l'instabilité de notre région, parce que le livre traite la région arabe. De même, j'ai évoqué également dans un autre chapitre les paradoxes de la vision stratégique et les priorités de développement. J'ai constaté dans ce livre que les pays arabes manquent de vision, manquent de réflexion, manquent d'idées. Il y a une panne d'idées. Et c'est pour cela que j'ai recommandé l'implication des think tanks, des intellectuels, des compétences nationales pour participer à l'élaboration d'une vision claire de développement dans cette région. Troisième paradoxe, c'est la fragilité des systèmes productifs et le chômage des jeunes. Dans notre région, la Banque mondiale a constaté qu'il faut créer 100 millions dans notre région d'emplois en l'environ de 2020. Et c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes et il faut que l'État arrive à créer des opportunités d'emploi. C'est un paradoxe. Il faut avoir les moyens et en même temps avoir une vision. Quatrième paradoxe, c'est le paradoxe de la reddition des comptes et de la responsabilité sociétale. On parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais on ne parle pas de la responsabilité sociétale de l'État dans la région. Et j'évoque un autre paradoxe que je considère également important dans ce livre, c'est la démocratie représentative et la gouvernance locale. La gouvernance locale mérite d'être placée dans le cadre de la gouvernance globale, et c'est pour cela que je pense qu'il y a un déficit au niveau de la démocratie locale. Et dans notre pays, au Maroc, il y a une constitution, la constitution de 2011,
qui a évoqué un ensemble d'instances de gouvernance locale, nationale et régionale. Et il est question maintenant de réactiver. Il y a un retard dans la réactivation, dans la mise en place des valeurs du printemps arabe au Maroc et en même temps de la constitution de 2011. Et je termine par deux derniers paradoxes, le paradoxe de l'université et de l'économie du savoir. Parfait. Je voudrais dire par le paradoxe de l'université, l'université doit être humanisée. Il doit être introduit, comme je l'ai dit il y a un moment, l'introduction des sciences humaines et en même temps de sensibiliser, de former, tout en ne pas nier, bien sûr, la dimension emploi, mais il faut former. Démocratie exige. Et je termine par la formation en gouvernance, comme vous l'avez dit il y a un moment. Il faut former les gens en gouvernance stratégique, en analyse stratégique, parce que la stratégie n'est pas malheureusement enseignée dans notre région. Il est seulement enseigné dans les écoles militaires et mais dans les écoles civiles, il faut montrer aux compétences, aux jeunes, que la stratégie c'est une approche, comme la gouvernance, une approche moderne, pédagogique, qui nous sert tous à réfléchir ensemble sur l'avenir de notre pays et notre région. Merci professeur Mohamed Harakat. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous et sachez-le que vous avez le bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel continuera comme d'habitude après les vacances d'été. Merci cher professeur Abdelatif El-Fkak, merci Hamid Chariet de votre collaboration très intéressante et je vous dis à très très bientôt. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Sir Abdelatif parce que le temps presse, il est 14h55 et il n'y a plus rien comme possibilité d'enchaîner le débat parce que je ne vous cache pas la vérité, le débat est très très intéressant avec professeur Mohamed Harakat et surtout avec des correspondants de qualité comme Hamid Chariet et le professeur Abdelatif El-Fkak. À très bientôt. À bientôt. Merci, chers collègues, pour l'intérêt que vous avez accordé à cette discussion et à ce débat. Merci beaucoup. Et je vous félicite pour la réussite de l'émission. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. هذا شرف لنا.
Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.